Et puis, alors, c'est comme ça que l'Hydro-Québec nous dit que la moyenne est très basse, c'est de 50 ou 55 microwatts. Mais l'intensité des pulses peut atteindre 9000 microwatts. Mais dans d'autres études, c'est parfois plus élevé, parfois moins élevé, et c'est parfois aussi beaucoup plus fréquent. Dans un réseau, on n'a pas parlé là, des réseaux de compteurs intelligents et tout ça, mais les compteurs ils communiquent entre eux autres. Puis il y a des compteurs qui émettent beaucoup plus souvent que d'autres aussi. Ça, c'est fait sur un seul compteur, isolé. Donc, la réalité, c'est que pour les ondes pulsées, c'est la valeur complète de l'onde qui a un effet sur la santé. Ici, c'est un autre petit rapport qui a été produit en Californie. C'est des données qui étaient présentées par une compagnie importante de distribution d'électricité en Californie. Tantôt, on a montré celle d'Hydro-Québec. Alors ça, c'était ce que la compagnie présentait concernant le compteur intelligent. Fait qu'on dit là, le smart meter ici à 10 mètres, 10 pieds, 3 pieds d'un smart meter ici. Ça, c'était l'intensité qu'on mentionnait. Par rapport au cellulaire, il serait très, très élevé. Donc, on dit, c'est beaucoup plus faible que le cellulaire, c'est un peu comme Hydro-Québec le disait tantôt, qui dit sur leur site. Vous avez le micro-ondes, le cellulaire, etc., c'est tout beaucoup plus élevé. Sauf que l'exposition au corps humain n'est pas la même. Ce n'est pas le même temps d'utilisation. Il y a parfois des utilisations partielles ou pas. Alors, ce chercheur-là, qui a regardé ça de plus près, lui, s'il corrige toutes les données en fonction du temps d'usage et de l'exposition cumulative sur le corps humain en 24 heures, bien, c'est ça que ça donne. Donc ici, on a le smart meter à 1 mètre, à 3 pieds. Comment on fait pour alimenter le déni dans tout ça? On entendait encore dans les médias aujourd'hui la Société royale du Canada qui a émis son rapport concernant les dangers d'exposition aux radiofréquences au Canada là-dessus. Puis dans l'ensemble, il n'y avait pas de problème. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. En fait, la Société royale du Canada, si on va voir sur le site de Canadian for Safe Technology, il donne la liste des participants, dont plusieurs sont en conflit d'intérêt, parce qu'ils travaillent pour le privé. Avant de commencer leurs travaux en 2013 et finir en 2014, il y a, je pense, c'est 2 ou 3 ou 4 là, des membres qui ont dû démissionner parce qu'ils étaient trop en conflit d'intérêt. Fait que ça commence mal, on peut comment se laisser. Le poids des lobbies est toujours fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement libéral. Lorsqu'on a parlé des gaz de schiste, elle disait ben, les gaz de schiste, c'est pas pire qu'un pet de vache. Donc, pourquoi il faudrait se soucier de ça? Donc, on ridiculise l'importance des gaz de schiste avec ça. Il y a un autre petit hic là-dedans, tout ça, que j'ai appris, parce que mon frère est cultivateur, il était cultivateur. La réalité, c'est pas les pets de vache, c'est les rots de vache. Parce qu'une vache, c'est un ruminant, puis elle émettre beaucoup de méthane dans l'air. Alors, voyez-vous là, comment est-ce qu'on transforme la vérité tranquillement? Puis, la ministre qui avait dit que c'est pas pire qu'un pet de vache, qu'on avait entendu dans les journaux partout, elle avait, où elle avait pris son information? Des lobbyistes, c'est ça. Il y a le conflit d'intérêts aussi. Il y a le... Je ne sais pas si j'ai... Non. Oui, justement. La revue Protégez-vous, en 2012, a publié une étude de Polytechnique qui disait que l'exposition des Québécois était bien en deçà des limites maximales et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Bon. Mais ça, évidemment, on n'a pas dit que c'était juste en regard des effets thermiques, on n'a pas précisé ça. On n'a pas précisé qu'on n'avait pas regardé le côté des effets biologiques. Et puis, en plus de ça, c'est qu'ils ont été obligés d'avouer, parce qu'il y a sur le site de Protégez-vous, il y a des commentaires d'intervenants, ils ont été obligés d'avouer qu'ils ont été financés par l'industrie du sans-fil. En fait, il y a la fondation Long Trottier. Si on va sur le site qui s'appelle EMF and Health, c'est un site qui est consacré à dénier tous les effets des champs électromagnétiques. Et puis, il y a une fondation qui
justement, subventionnent des groupes comme ça. C'est des jeunes étudiants qui sont bien contents, eux autres, de faire un test, de se promener avec des instruments, de mesurer toutes sortes d'affaires. Et ce que c'est qu'ils disent, les mesures qu'ils font ne sont pas fausses, sont correctes, etc. Mais la vraie vérité, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas de problème, alors qu'on a mesuré juste l'exposition au thermique. Il y a le sophisme aussi qu'on entend souvent de ce temps-là. On est en période d'élection. Le docteur Plante, qui est venu faire une présentation au conseiller de la ville de Sherbrooke, quand ils ont voulu adopter les systèmes à radiofréquence ou pas, les compteurs, il a dit aux conseillers municipaux, il a dit que finalement, les radiofréquences étaient classées dans la classe 2B. Puis que dans cette classe-là, il ne faut pas s'inquiéter trop. Il y a le café et les cornichons qui sont classés dans la même classe aussi. Si on entend ça de même, on peut dire, ouais, la classe 2B, c'est pas bien sérieux. En fait, quand on regarde bien comme il faut les textes de l'Organisation mondiale de la santé, c'est marqué que c'est plus que 10 cafés par jour peut avoir un danger pour le cancer du pancréas. Et le cancer du pancréas, c'est une des rares formes de cancer qui est intraitable, qui est très virulente. Donc, si on prend plus que 10 cafés par jour, il faut être prudent là-dessus. Surtout avec une maladie qui est intraitable au départ. Bon. Fait qu'il y a une petite nuance pour le café, il me semble. Il y a aussi les cornichons. Bon, on ne parle pas toutes des cornichons dans les textes de Santé Canada. C'est marqué que c'est des aliments dans le saumure qui proviennent d'Asie. Parce qu'ils ont des bactéries là-bas qu'on n'a pas en Europe et au Canada. Et qu'il y a eu des cas de mortalité dessus. Fait que c'est comme ça qu'on alimente le déni aussi. On dit souvent que les normes ailleurs dans le monde sont comme ici. On entend dire ça couramment. Il y a plusieurs pays d'Europe qui ne sont pas les mêmes. Plusieurs font des mises en garde. La Belgique vient d'interdire le cellulaire aux enfants de moins de 8 ans. Une petite différence. Il n'y a aucune preuve. Ouais, ça, c'est pas trop pire. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dit de la Société royale du Canada. Ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. En fait, ce qu'ils disent, si on prend le terme comme il faut, c'est que le poids de la preuve n'est pas suffisant. Bon. Au départ, c'est pas faux. Mais on regarde comme il faut. Qu'est-ce qu'il veut dire par le poids de la preuve? Voyez-vous, ça, c'est un tableau qui représente tout un ensemble d'études qui ont été faites à date dans le monde. Des centaines d'études qui ont été faites. On a retenu plusieurs études qui ont été révisées par des pairs qui sont plus sérieuses que d'autres. À gauche, c'est des études qui disent qu'il n'y a pas de problème au point de vue santé. Au centre, c'est neutre. À droite, c'est des études qui disent qu'il y a des problèmes avec la santé. Et le niveau de fiabilité d'études va aussi en montant comme ça. Alors, là, il y a une autre affaire, c'est que les carrés rouges, c'est des études financées par l'industrie. Il y en a même une de ce bord-là, c'est l'étude d'Interphone, c'est ici l'étude d'Interphone, qui a servi pour classer les cellulaires, possiblement cancérigènes. Une des études, pas la seule. Et les losanges bleus, c'est les études indépendantes. Alors, quand ils disent que le poids de la preuve n'est pas suffisant, c'est pas faux. Parce que si on regarde ici, il va y avoir des preuves suffisantes dans ces deux lignes-là. Il y a plus d'études qui se retrouvent ici. Mais si on regarde la tendance, là, c'est une autre affaire. Si on regarde la tendance, je ne sais pas si vous comprenez un peu le tableau. Là. Il y en a-tu qui se posent des questions là-dessus? Ils sont tous financés. Pardon? Ils sont tous financés. Bien, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'études, la majorité d'études, même s'ils n'ont pas beaucoup de poids, c'est ceux-là n'ont pas des, comment est-ce que je dirais, des résultats parfaitement probants, ils sont quand même de ce côté-là, mais les études indépendantes sont tous de ce côté-là, qui donnent, ou à peu près tous, qui disent qu'il y a des dangers, il y a concernant l'usage des radiofréquences. Mais dans tout ça, oui, un petit instant, dans tout ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est un peu une raison politique. On trouve une façon de dire que le poids de la preuve n'est pas suffisant, parce qu'il suffit de mettre des balises comme ça, parce que si les balises étaient plus comme ça, là, le poids de la preuve serait suffisant. Il y en aurait plus d'études de ce bord-là.
C'est un jeu qu'on fait, ça, dans tout ça. C'est une volonté qu'on a. Il y a un témoin, je n'oublie pas, madame, il y a un témoin dans la cause de Châteauguay concernant une antenne de cellulaire, témoin de Santé Canada, qu'il a été forcé par le procureur de la ville de Châteauguay de dire, témoin de Santé Canada, de dire, nous, on a utilisé uniquement les études qui disaient qu'il n'en avait pas de problème. Il a dit ça comme ça. C'est marqué dans le texte. Bon. Fait que, à quelque part, dans tout ça, ça revient à une volonté politique. Oui. Ouais, j'ai de la difficulté à comprendre. Le carré gris, est-ce que c'est la zone d'étude qui a été utilisée? Cette zone-là ici? Oui. Ça, c'est qu'on dit que les études qui sont dans cette zone-là, non, la preuve n'est pas, c'est-à-dire, comment est-ce que je dirais ça donc? Ils disent qu'il y a des problèmes, mais les preuves ne sont pas très, très, très fortes. OK. C'est ça. Alors, plus on s'en va à droite, plus la preuve est forte. Ou la démonstration scientifique est forte. Même qu'on devrait le dire. Alors, c'est ça quand on dit qu'il n'y a aucune preuve. Et puis, OK. L'application du principe de précaution en janvier 2013. Il y a une étude intéressante qui est parue qui a été faite par l'Agence européenne de l'environnement. Il démontre qu'en matière de risques environnementaux, et ça inclut les champs électromagnétiques aussi, ils disent que c'est rentable d'appliquer le principe de précaution. Et ça, eux autres, ils suivent des cas de problématiques environnementales d'année en année, tous ceux qui surviennent, depuis l'époque du fréon, depuis l'époque du plomb, etc., tout ça. Et puis, après, à une certaine période, ils mettent leurs études à date. Ils complètent leurs études avec le nombre de cas qui s'accumulent tout le temps. Là, à date, sur 88 cas qu'ils ont étudié, il y en avait 84 que ça aurait été payant monétairement d'appliquer le principe de précaution dès le début. Et puis, ce rapport-là, il montre que des mesures de précaution permettent souvent de stimuler plutôt que d'étouffer l'innovation. Dans les technologies sans fil, il y en a de l'innovation présentement qui se fait. Je n'ai pas pensé de mettre quelque chose là-dessus, mais en Europe, ils ont commencé à développer des systèmes qu'ils appellent Li-Fi, c'est L-I-F-I, plutôt que Wi-Fi, pour faire la même chose que le Wi-Fi. Puis, comme on disait tantôt, la lumière, les rayons lumineux sont des ondes électromagnétiques naturelles, puis on n'en a pas de dommages à cause de ça. Donc, on pourrait les utiliser. Un peu de la même façon que la technologie de la fibre optique, qui transporte l'information par fibre optique. On pourrait le faire par la lumière aussi. Ça nous limiterait un peu, là. Si vous tapez sur Internet, vous tapez ça Li-Fi, vous allez trouver l'information là-dessus. À ma connaissance, il y a certains musées en Europe qui commencent à l'utiliser. La petite bébelle qu'on se promène, qu'on arrive devant une pièce, puis qu'elle nous explique tout ce que c'est, là. Eux autres, au lieu de la faire avec le cellulaire de l'usager, ils la font avec le Li-Fi, parce qu'ils veulent pas avoir de cellulaire. C'est probablement à Salzbourg, peut-être, c'est ça. Il y a évidemment les compteurs. Actuellement, il existe des modèles de compteurs qui peuvent être accordés sur le câble ou la ligne téléphonique. Puis on pourrait en développer facilement, en faire, qui vont sur la fibre optique aussi. D'ailleurs, la ville de Magog, eux autres, ils ont fait un moratoire sur l'installation des compteurs à radiofréquence. Ils gardent toujours les vieux compteurs électromécaniques pour les gens qui les veulent. Ils ont enlevé les compteurs à radiofréquence pour les gens qui n'en voulaient pas. Et puis, eux autres, ils souhaitent que le réseau de fibre optique soit suffisamment étendu pour pouvoir les raccorder, les compteurs. À Magog, c'est pas Hydro-Québec, si je comprends bien. Pardon? À Magog, c'est pas Hydro-Québec. Non, c'est ça. C'est qu'il y a une dizaine de distributeurs indépendants dans la province encore, dont Sherbrooke et Magog. Sherbrooke est le plus gros. Ils ont 80 000 usagers. Ils produisent environ juste 9 de l'élan et l'électricité. Le reste, ils l'achètent d'Hydro-Québec.
et puis la banlieue. C'est pas tout le grand Sherbrooke. Moi, je demeure à Sherbrooke, puis je suis avec Hydro-Québec.